Salut l'équipe, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, non pas en écoutant Richard Cochante, mais plutôt en matant les games des Phoenix Suns. Et en cette semaine grise à Paris, Phoenix m'apporte ma vitamine D nécessaire. Si ça continue, je vais bientôt mater leur game dans un transat, lunettes de soleil, torse-poil en slibard léopard, tant je prends du plaisir. Quand les Suns ont commencé leur reconstruction, Sarko était président de la République, Camping 2 sortait dans les salles et moi, j'avais encore des veuches. Non, c'est faux, j'avais déjà plus un poil sur le caillou, mais vous avez compris l'idée. Après quasiment une décennie à dessiner des plans quasi illisibles, les Suns ont fait venir cette saison un architecte d'intérieur. Et comme par hasard, leur squat de punk à chien s'est transformé par magie en un penthouse de luxe. Chris Paul, architecte, mais aussi éducateur pour apprendre comment gagner à deux branleurs certes talentueux, mais autant éloignés des playoffs que Pierre-Jean Chalençon éloigné des réalités de la vie. Les Suns tapent de nouveau très fort en Arizona et désormais à Phoenix, quand on regarde un coucher de soleil, ce n'est plus pour voir son équipe favorite se faire l'amour. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show avec moi cette semaine dans le canapé, un homme en forme, un autre pas du tout. Je vous laisse deviner qui c'est, comment ça va les garçons? Moi je me sens très en forme aujourd'hui. Moi aussi très en forme. Et ben voilà. Non mais je parlais vraiment sur une piste, un truc au niveau de la course. Hein. Je me sens quand même très en forme. Oui non mais se lever le matin. Jaloux. Encore, ah oui jaloux. Jaloux. Un petit peu d'Arthur hein, par contre. Comment ça va les gars? Ça va super. Hein, Futur, ça fait longtemps que tout va bien? Tout va bien, nickel. T'as failli grossir un jour hein? Un petit peu, un petit peu. Alors aujourd'hui on a une petite annonce à vous faire puisque dans la diffusion du First Day Show on a des nouvelles, un tome à vous annoncer. Dès 18h, maintenant le jeudi, il y aura en exclusivité le First Day Show sur Twitch et on sera avec vous dans les commentaires pour débattre de tout ce qui se dit dans l'émission. Ça c'est un premier point. Alors on sait qu'il y a certains qui aiment bien être sur YouTube, qui n'ont pas encore franchi le cap Twitch, on vous en veut pas parce que dès 19h l'émission sera mise sur YouTube et vous pourrez la consommer comme d'habitude chaque semaine. J'ai été bon Thomas? Absolument, tu as été très clair, c'est l'idée. En fait, on fait ça parce qu'on développe notre chaîne Twitch à fond, évidemment, mais on a aussi envie d'être avec vous pour voilà, discuter des différentes news, du débat, du focus du jour et ainsi de suite. Donc on sera, toi et moi, toute l'équipe, on sera en discutant, on pourra dire à Steph aussi d'être là pour donner son avis. Donc voilà, on essaie de rajouter toujours un peu plus d'interactivité, un peu plus de contenu sur Twitch et voilà, on trouve que c'est une très bonne idée. Et surtout, vous pourrez faire le quiz en live, du coup, et répondre. Exactement. Et nous aussi, on pourra faire le quiz en live. Et répondre certainement avant. Si vous pouvez répondre avant nous. Donc voilà. Donc c'est important pour l'évolution de First Team de se développer sur Twitch et pour pouvoir vous proposer de plus en plus de contenu basket. Et puis pour ceux qui préfèrent, qui sont team YouTube, il n'y a aucun problème, ça ne changera rien. L'émission arrivera quand même dans la soirée sur YouTube à 19h. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'était la petite info importante. On va vous parler du programme de l'émission. En news, on aura beaucoup de Français qui brillent cette semaine. Intéressant. Il y aura des retours aussi avec Kylian Hayes. On est très content. Un débat sur qu'est-ce qu'un bon défenseur NBA. Et on fera surtout la distinction entre les défenses extérieures, les défenses intérieures. Et il y a plein de choses à dire. Forcément, il y en a beaucoup de débats. Et on se posera même la question à savoir, est-ce qu'on doit faire deux trophées? Un trophée pour les joueurs intérieurs, un trophée pour les joueurs extérieur. Ça va être un énorme débat. Ensuite, on fera un focus sur l'équipe qui nous régale. Vous l'avez entendu dans l'édito. C'est les Phoenix Suns, deuxième de la conférence Ouest et qui viennent de s'offrir le scalp des numéros 1 à l'Ouest avec le Jazz d'Utah. Et on finira avec le quiz où Théo, la semaine dernière, nous a battus. Cette semaine, on va se tirer la bourre et je te préviens, il y a un petit quel fac. Allez, chicho. Voilà, restez bien avec nous jusqu'à la fin. On est prêts les garçons? Ouais, allez, c'est parti avec les news. Allez, avant d'aller sur un petit French Corner, on va aller sur un mec qui a pris le pactole maximum du côté du Wisconsin avec les Milwaukee Bucks. Ça a été presque un peu une surprise. C'est Jrue Holiday qui prolonge aux Bucks pour 160 millions de dollars sur 4 ans, contrat donc maximum auquel il pouvait prétendre. Je trouve que c'est un bon move, mais on a quand même été surpris de la rapidité avec laquelle les Bucks l'ont filé le max. Disons qu'il a mis la daronne à l'abri avec ce type de contrat. Il était déjà, je pense. A priori, tout allait bien dans sa vie. Lui, on sait d'ailleurs, très fidèle à sa femme qui était malade. Jrue Holiday est un vrai gars. Et je pense que dans cette idée de donner de la longévité à ce projet autour de Giannis, avec Middleton et donc maintenant avec Jrue Holiday, c'était important de le re-signer et de lui montrer sa confiance. On a surtout l'impression qu'ils ont matché clairement, donc les Bucks et Jrue Holiday, sinon ils n'auraient pas offert ce beau contrat.
Voilà, écoute, c'est un risque à prendre. On a été surpris plus par le timing de l'annonce en pleine saison. Mais bon, il n'y a pas de surprise non plus à imaginer de Jrue Holiday qui n'a que 30 ans, rester 4 années de plus du côté de Milwaukee. Futur, bon move? Ouais, bon move. Alors, je crois que c'est 135 millions qui sont garantis. Après, le reste, c'est des. Qu'est-ce que c'est 5 millions de C'est dollars des bonus. C'est des bonus, mais bon, c'est déjà pas mal. En fait, je pense surtout que du coup, c'est un bon move pour les Bucks. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? On sait que c'est pas une franchise qui est hyper attractive. Oui. Voilà, l'année dernière, on avait ce débat-là tous les trois sur le plateau où on disait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça se passe mal avec Eric Bledsoe, il faut un autre type de meneur. Et on avait parlé de Jrue Holiday. Franchement, c'est le fit parfait. Tu es obligé de sécuriser, tu es obligé de lâcher autant. Franchement, il n'y a rien de surprenant. Hormis effectivement le timing, on aurait pu peut-être attendre les joutes de playoff pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Mais bon. Franchement, c'est un bon move. Je crois que le trio, du coup, il est sécurisé jusqu'en 2023. Donc, franchement, parfait. Parfait, je pense que on va prendre la déclat de Jrue Holiday. Ce n'est pas seulement sur le terrain. Quand je vois comment sont mes coéquipiers, comment ce sont des gens formidables, ils m'ont fait sentir comme une famille, comme dans une famille. On a envie d'être entouré d'eux. Et ils m'ont rendu la décision facile. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, on a pu voir en vidéo cette semaine, effectivement, que ça vit très bien chez les Bucks. Regardez cette vidéo. This is cash money, and this is big money. Follow me. So as I said, this is cash money, and this is big money. Big money. Big money right here. Hey. Do we remember what happened like 3 months ago? Woo. Do we remember what he signed for? Biggest ever? $250 million? Like the biggest ever, I think. $250 million, I think. Look at him. Look at his face. You talk about me? Hey, he can really buy these buildings. Today, it's not about me today. Today is not about me. It's about this guy. This the only. This is He's first a one. buck for Look, life. I'm on my last. No. He's a He buck gonna for get life. 3 more of these. Tu vois, c'est intéressant que Yanis dise ce n'est pas à propos de moi, alors qu'en fait, c'est exactement à propos de lui. Tu disais que les Bucks avaient besoin de sécuriser aussi les gens autour d'Yanis, et je crois qu'on l'a dit, il y a 3 mois, ils ont filé $1,5 milliard de contrat. Un quart. Un quart, c'est 500, non? 250. 500, j'ai envie de dire. Doucement. Un quart. Ils ont filé non, mais j'aime bien dire, $1,4 milliard, donc à Yanis, 250 pour le coup. Je suis un peu enflammé. Mais tu peux pas juste te contenter à une superstar de lui filer son max. Yanis, son but, c'est de gagner un titre et il faut l'entourer. Et je crois quelque part, tu leur as dit, c'est un marché qui ne va pas attirer des mégastars. C'est lesquels qui sont les mégastars sur les postes de meneur? John Wall. Pas convaincu qu'aujourd'hui avoir Jrue Holiday à la place de John Wall ça soit spécialement mieux. Westbrook, ça fitera pas avec Giannis. Il y a sur le marché des combo guards ou des meneurs, il n'y a pas grand monde. Là, tu as un mec qui vit bien avec le groupe, qui est stable émotionnellement et qui quelque part va aussi t'assurer défensivement et en attaque pas mal de choses. Donc je crois que c'était un message aussi des Bucks de dire hey, on t'a filé le max à Giannis, mais regarde autour de toi, on t'entoure aussi de mecs pour que tu puisses aller gagner à court terme et à moyen terme. Et ça, je crois que c'est très important, le message à faire passer à leur superstar. Tu as entièrement raison et la vidéo est très drôle. Ouais, d'ailleurs, vraiment drôle, ça c'est les bons moments de J'aimerais bien que le jour les discussions comme ça tous ensemble. C'est un big money, c'est un big money, cash money. Oui, bien sûr, Là, bien sûr. c'est Et marrant. Thomas, auto-entrepreneur. Yeah 250 millions, monsieur. J'aimerais bien. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent de ça de manière complètement décontractée. Et tu vois, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'argent et au clair. contrat que tu peux voir dans d'autres sports, et notamment en Europe. Donc c'est marrant. Une vidéo en tout cas très sympa à voir et puis surtout maintenant on va voir moi j'attends vraiment de voir ces Bucks en playoff face aux Nets notamment et aux Sixers. On verra ça d'ici quelques mois, quelques grosses semaines. On va attaquer avec le French Corner, on va aller voir nos franchises qui se passent parce qu'il y a pas mal de trucs cette semaine et on va commencer avec le retour de Killian Hayes. Et Thomas, je sais que tu es ravi de voir l'ancien meneur de Cholet. Absolument, plusieurs semaines sans Killian Hayes, on avait été très peiné de voir sa blessure à l'époque et surtout de la durée d'indisponibilité. En plus de la manière, son début de saison avait été très difficile. Il revient, c'est important pour les jeunes joueurs de jouer des matchs. Je ferai aucune comparaison avec d'autres qui flambent en ce moment, mais Killian Hayes sur le terrain, c'est important évidemment pour lui, pour sa carrière, mais pour les Pistons aussi. Dans cette saison galère qui n'a aucun intérêt, faut que les jeunes jouent. Donc lui, Sekou Doumbouya ont joué quelques minutes ces derniers temps. Donc voilà, à lui de s'éclater, de digérer aussi cette blessure et ses premiers mois difficiles en NBA. Et puis voilà, on lui souhaite en tout cas le meilleur. Voilà, on voit
2 matchs, 20 minutes contre les Knicks et une défaite. Et puis un match face au Thunder, 25 minutes, 9 points, victoire, 7 passes décisives. C'est plutôt pas mal, 4 interceptions. C'était un match où il y avait que des Français. Et puis surtout, voilà, sur ce match-là, il y avait que des Français, dont le Jalen Howard qui retrouve la NBA, qui a signé un 10 days contract, lui aussi 2 matchs cette semaine. Et pareil, Arthur, il s'est montré, Jalen Howard. Ouais, 2 bons matchs. Pareil, il profite du contexte d'Oklahoma avec quelques blessures. Voilà, le fait que la situation soit un petit peu particulière. Il s'est montré, franchement, c'est une bonne chose pour lui. La défaite contre Détroit, il prend 10 tirs, c'est pas anodin, sur un temps de jeu limité. Donc il faut qu'il s'éclate. Franchement, moi, j'avais pas trop de doutes. J'ai trouvé qu'il avait mis un peu de temps avant de trouver une situation après son année à Portland l'année dernière. Et c'est un gars, il a le profil. Il est athlétique, il a des cannes, il peut défendre, il peut switcher. Et voilà, je pense qu'il a sa place en NBA. Donc j'espère que ça sera à Oklahoma, au moins pour qu'il puisse se montrer. Il a 22 ans. Donc qu'il saisisse sa chance. Hein. Ça, c'est ça. On a l'impression que quand on est un jeune joueur à potentiel, on a l'impression qu'arriver à Oklahoma, c'est peut-être le meilleur spot en ce moment. Bah, en ce moment, il y a que les seconds tours de draft qui jouent, donc c'est clair. Hein. Les Poku, Théo, évidemment. Ça, c'est vrai que c'est le moment pour jouer. Tu gagnes pas beaucoup de matchs, mais tu as du temps de jeu et des responsabilités. Alors, on est content d'avoir revu Killian Hayes, d'avoir revu Jalen Howard. Il y en a un, par contre, qu'on n'arrête pas de voir. C'est Théo Malédon qui flambe une nouvelle fois avec notamment un match hier soir incroyable, 25 points. Théo, vraiment, qui réalise une saison rookie. Tu parlais même que tu serais pas surpris de le voir peut-être dans un second team rookie. Ouais, absolument. Il met 25 points. Il est à 15 points de moyenne sur les 11 derniers matchs. Il a, pour le coup, lui, complètement digéré cette première année NBA. Il a pris la mesure de la NBA. Je le vois mettre des tirs externes de toutes sortes, être bon sur pick and roll, physiquement en canne et tout. Moi, franchement, je suis bluffé en fait par cette première saison avec du temps de jeu. On s'était posé des questions, mais le Thunder avait eu plutôt le nez creux en lui filant un contrat garanti alors qu'il était au début du second tour. Donc bravo à Théo, honnêtement. Hein. Tu l'imaginais aussi fort cette saison? Franchement, je l'imaginais pas du tout à ce niveau-là. Et tu vois, souvent on parle pour les rookies, notamment au deuxième tour, on parle du contexte. Et là, tu vois, lui, il arrivait pile dans le bon timing, dans le bon contexte. Pas une énorme pression. Je sais qu'au niveau de son clan et sa famille, ils étaient un petit peu déçus, même au niveau de l'Asvel. Ouais. Ils étaient un petit peu déçus de l'avoir drafté si tard parce que quand tu vois les projections, il était au début de premier tour. Hein, voilà, un an avant. Ouais. Un an avant, tu vois, limite loterie. Et tu vois, il arrive, aucune pression. En plus, il y a Shai qui est un petit peu blessé, du coup, il a beaucoup plus de temps de jeu. Il s'est installé titulaire et il taffe. Il met des shoots de ouf. Il tape tous ses records tous les soirs. Et puis après, je sais pas si une All-Rookie Second Team, ça sera peut-être un peu juste, mais il peut se taper pour ça. Hein. Bah, franchement, pour le coup, moi, il est en course en tout cas. Bah, absolument. Et puis, il y a cette petite stat qui est marrant, c'est le premier joueur français en étant rookie à faire 25-5-5. Donc voilà, écoute, il a écrit sa petite légende, Théo. Non, c'est bien. C'est que le début, en tout cas. C'est que le début. On enchaîne, du coup, on a fait le tour des Français, il me semble. On enchaîne avec un retour attendu, celui de Kevin Durant. Alors, Thomas était déçu, il n'était pas titulaire, mais c'est pas grave. 17 points, 5 sur 5 au tir. Tout va bien, apparemment, pour Kevin Durant. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il n'était pas dans un 5 de départ. La première fois, c'était déjà avec les Nets cette saison sur un retour de blessure. Bon, de toute façon, Kevin Durant est trop fort, mais c'est important qu'il reprenne du rythme. Parce que les playoffs, malgré l'armada des Nets et tout, hein, hier on a vu Aldridge, on a vu Kyrie en cadre, on a vu Blake Griffin, Kevin Durant va être primordial dans les espoirs de titre côté Nets. Moi j'ai envie de le voir sur le terrain. L'année dernière c'était trop frustrant. Là, il aussi entre je joue pas. Bah voilà, maintenant qu'il enchaîne pour être prêt pour les playoffs. Arthur, c'était pas prévu ce que je vais te demander, mais j'ai envie qu'on parle de Kyrie Irving aussi, qui est très très fort. Il a été monstrueux dans le derby face aux Knicks, mais surtout on le trouve dans une forme olympique et on le voit mettre des dunks qu'on ne le voyait pas mettre avant. Ouais, il est en pleine forme physique. Bah, l'image du dunk qu'il a mis cette nuit là, où il fait un reverse in de fond, il enchaîne 2 pieds 2 mains. Ouais, il va mettre sur 2 gars. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais que ce soit à Boston. Même l'année dernière, quand il était chaud au début d'année, il mettait des 50 points, tout ça. Même quand il était à Duke ou à Cleveland, il n'a jamais mis ça. Donc franchement, au-delà du dunk, c'est surtout qu'il y va. Il sait qu'il a la confiance. Il sait qu'il est en forme pour pouvoir le faire. Il a la confiance. Et puis franchement, ils font flipper les Nets. Hein. C'est pas le débat, mais franchement, ils font flipper. Ils n'ont jamais aligné deux fois d'affilée le même 5 majeur. Donc non, Kyrie fait kiffer. Hein. Ils sont flippants. Hein. T'as raison, parce que on a parlé de Blake Griffin, de Aldridge la semaine dernière. Aldridge a été très fort hier. Il est dans le 5. À chaque fois, sur le terrain, t'as au moins 4 joueurs qui peuvent tirer à 3 points. Qui peuvent tirer à 3 points. Au moins 4 ou 5. Trop de mecs qui sont forts en ISO, trop de mecs qui peuvent jouer pour les autres.
Ouais, ça va être insoluble, mais bon, écoute, hein, c'est pas notre problème. Les joueurs, les autres équipes de la conférence Est vont pouvoir se creuser les ménages avant la finale. Tu m'étonnes, il va falloir faire pas mal de vidéos, je pense. Hein. On finit avec deux petites news. C'est le retour d'Isaiah Thomas qui avait signé donc, avec les Pelicans. 2 matchs pour lui, 2 défaites. Et lui qui arbore donc le numéro 24 en hommage évidemment à Kobe Bryant. Et donc on le voit, 2 matchs, 2 défaites. Alors face aux Hawks qui sont plutôt remontés dans la conférence Est et aux Nets, on vient d'en parler. 25 minutes et 19 minutes pour lui, 13 tirs, 12 tirs. 2 sur 6 à 3 points, sur 6 à 3 points. Bon, de toute façon, mettre Isaiah Thomas sur le terrain, c'est forcément lui donner des tickets shoot, sinon aucun intérêt. On est d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. On enchaîne avec un retour un peu plus discret, mais peut-être plus rassurant, celui de DeMarcus Cousins avec les Lakers. 8 minutes pour lui. Les Clippers, ouais. 8 minutes pour lui, 7 points, 3 sur 4, 4 rebonds. Je parlais un petit peu avec Nico Batum. Il était rassuré de voir arriver DeMarcus Cousins chez les Clippers. Vous partagez cette Ouais, je comprends. cet avis ? De toute façon, ils avaient besoin d'un autre grand. Clairement, ils avaient besoin d'un autre meneur. Ils sont partis chercher Rajon Rondo et DeMarcus Cousins, anciens coéquipiers, à de nombreuses reprises. Écoute, on verra s'il va avoir de l'impact dans cet effectif. On verra s'il y a du temps de jeu. En attendant, il a l'air en très bonne forme. Maintenant, quel DeMarcus Cousins ils auront, c'est une question aujourd'hui à laquelle on ne peut pas répondre. Très compliqué de savoir aujourd'hui quel visage on peut avoir de DeMarcus Cousins qui a été il y a 6-7 ans l'un des meilleurs pivots de la Ligue, voire le meilleur pivot de la Ligue. Vraiment, il y a 3 ans. 3 ans. Quand il est avec les Pelicans, là, quand il doit être All-Star, c'est vrai, il y a 4 ans, les 3 ans, 4 ans, 3 ans. Donc aujourd'hui, les blessures et puis les mésaventures avec d'autres franchises, écoute, s'il peut leur faire du bien. Et la frustration de jamais avoir signé l'énorme contrat qu'il voulait. Hein. Il peut s'en prendre qu'à lui. Hein. Là, Arrête d'être une patate aussi. À se brader, bref, écoute, il fait ce qu'il veut. En tout cas, il a une stat à lui, DeMarcus Cousins, tu sais laquelle ? Non. Il a joué dans toutes les franchises de Californie. Ah ouais. Sacramento, Golden State, Warriors, les 2 Lakers. Les 2 Los Angeles. Pas mal. Belle stat. Il y en a d'autres comme ça ? A priori, non. Si quelqu'un a la stat dans le chat, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Matt Barnes. Il a pas joué à Sacramento. Clippers, Sacramento. Matt Barnes, c'est possible. Warriors, Clippers, Lakers. Je vais regarder. Matt Barnes, c'est oui. Matt Barnes, bien vu. Putain, t'es chaud pour le quiz déjà. Hein. Je suis chaud. Je suis chaud pour le quiz. Pendant que Thomas vérifie, mais je crois que Matt Barnes, ça marche, c'est sûr. On va aller, nous, dans le débat, ce grand débat sur qu'est-ce qu'un bon défenseur NBA entre les extérieurs et les intérieurs. On a plein de choses à dire. Et ça marche, moi, ça marche. Qu'est-ce qu'un bon défenseur NBA ? L'histoire du DPO nous montre que surtout ces 25 dernières années, que les pivots contreurs ont souvent le vent en poupe. Mais au basket, tous les postes doivent défendre et il y a plusieurs manières de défendre entre les extérieurs et les intérieurs. C'est parfois compliqué d'avoir la nuance. Donc déjà, j'ai envie de vous poser à vous la question, qu'est-ce qu'un bon défenseur NBA ? Un mec qui tient ses duels ? Un bon défenseur dans le basket en général, la première chose que je demanderais si j'étais coach, c'est tenez vos duels. C'est quand même la première valeur que tu dois insuffler à ton équipe. Donc que tu sois à l'intérieur, que tu sois à l'extérieur, que tu sois un petit ou un grand, c'est déjà ce duel dans lequel il faut rivaliser. Tenir tes duels et même aller plus loin dans les milieux modernes, c'est surtout contenir la star adverse, tu vois. Clairement, ce qu'on attend d'un joueur, tu vois, c'est pas forcément d'un défenseur, c'est pas forcément d'éteindre la 2e ou 3e option, mais c'est vraiment d'éteindre le gars et que, je sais pas, le gars il tourne à 25 points par match, il joue contre toi, il est à 17. Tu vois, moi j'ai l'impression que aujourd'hui c'est vraiment ça qu'on regarde. Alors après, bien évidemment, il y a plein d'aspects, couper le joueur du ballon, le limiter dans son pourcentage, dans plein de choses, mais voilà, très clairement, c'est limiter la production statistique des gros joueurs en face. Alors on va un petit peu éteindre ce débat, on va aller sur scinder en deux les extérieurs et les intérieurs, voir la défense avec et sans ballon, parce qu'il y a plein de choses. Et puis vous parliez surtout de duel, de match-up, ça c'est vraiment l'aspect premier de la défense, mais aussi collectivement. Tout à fait. Quand on voit ce que fait Draymond Green, Steph Curry nous dit tout le temps que c'était un piètre défenseur sur l'homme, mais par contre dans toutes les défenses collectives, être bien placé, les lectures, ça aussi ça fait partie des choses. Absolument. L'histoire en tout cas montre, je vous l'ai dit, que les grands sont souvent récompensés, mais il y a quand même des extérieurs, on va le voir dans l'histoire, qui ont récupéré ce trophée de meilleur défenseur de l'année, Thomas, avec notamment le premier, Sidney Moncrief, qui avait été double meilleur défenseur de la Ligue. C'est vrai que quand tu vois ce tableau, tu as l'impression qu'il y a eu pas mal de défenseurs extérieurs qui ont été récompensés. En fait, on se rend compte rapidement que ce trophée qui a été créé lors de la saison 82-83 a souvent récompensé des petits sur les premières années. Donc Sidney Moncrief, Alvin Robertson des Spurs, Michael Cooper des Lakers, Michael Jordan qu'on ne présente pas, et Dennis Rodman sur un poste 3 à l'époque, jusqu'à Gary Payton. Donc sur les 13 premières fois, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs.
depuis 25 ans, tu n'as que 2 joueurs extérieurs et 2 véritables défenseurs de très haut niveau, Ron Artest et Kawhi Leonard. On peut se poser la question justement depuis 25 ans, est-ce qu'on met pas trop en avant les contreurs et la dissuasion des pivots en avant? Tu tues quand on voit cette liste des défenseurs extérieurs qui ont gagné, est-ce qu'il en manque pas un qui est presque considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire? Si, complètement, Scottie Pippen. Clairement, c'est fou quand même. Bah ouais, mais après, voilà, ça tombe selon les saisons. Hein, ça se trouve, à chaque fois, lui, il a été bon sur la régularité, sur l'ensemble de son œuvre. Et c'est un petit peu comme Kobe avec les MVP. Hein, voilà, il en a que un, mais on aurait pu, si on y pense, on aurait pu en donner 3 ou 4. Voilà, Scottie Pippen, il a dû souffrir de la concurrence à chaque fois. Et il a été bon sur la durée, mais peut-être pas. Mais assez. reconnu par ses pairs. Reconnu par ses pairs. Reconnu Ouais. par ses pairs. Et Je voudrais qu'on revienne sur Rodman. Ah non, sur Scottie Pippen, vite fait, Vas-y. avant que tu parles de Rodman, il y a aussi le problème de Scottie Pippen, c'est qu'il est tombé donc, dans les années 90, l'âge d'or des pivots, et que les gens qui sont récompensés dans les années 90, c'est David Robinson, Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Patrick Zoo Ewing. Morning. Patrick Ewing, jamais. Non, jamais Pat Ewing. Non. Donc 4 incroyables défenseurs dans l'imaginaire de tout le monde. C'est aussi le problème de Scottie Pippen, mais qui aurait clairement mérité de le gagner Voilà, une fois. Et je voulais qu'on revienne sur Dennis Rodman, donc époque Pistons notamment, où certains peuvent dire, mais attendez, Rodman était un intérieur, où c'est vrai qu'avec les Bulls et les Spurs, il jouait poste 4, à côté notamment de David Robinson chez les Spurs, ou de Bill Laimbeer chez les Pistons. Mais chez les Pistons, c'est lui qui s'envoyait Michael Jordan, hein, notamment Bunya Bune, donc il s'envoyait aussi en mission. Mais après, Dennis Rodman est un défenseur incroyable, unique, donc qui pouvait défendre sur toutes les positions. J'aimerais maintenant qu'on aille dans le détail. On va commencer avec les défenseurs extérieurs, avec ballon. Vous parliez notamment de la pression de gagner ces duels. C'est vrai que quand on est un défenseur extérieur, la plupart du temps, c'est une défense plus compliquée parce que défendre sur Steph Curry, défendre sur Russell Westbrook, c'est entre les dribbleurs, les slashers, c'est déjà un effort différent. Ouais, absolument. Et c'est vrai qu'il faut décomposer la défense extérieure. Donc, tu as bien raison sur le duel où tu défends sur la personne, tu cadres le mec qui a la balle. Et lorsque tu es en train de courir derrière un JJ Redick, un Ray Allen ou Klay Thompson, ça, c'est plus sans ballon. On va y passer à l'opposé. Et donc, je garde ça pour plus tard. En fait, le truc de défendre sur quelqu'un, c'est qu'il faut être un défenseur très intelligent. Il faut avoir une vitesse latérale de pied de très haut niveau. Il faut être actif aussi avec ses mains, mais sans chercher l'interception. Nous, on aime les défenseurs qui sont pas tout le temps dans l'interception. Et que Kawhi Leonard, par exemple, fait beaucoup d'interceptions, mais c'est parce qu'en fait, il est toujours dans les bons coups. Mais il n'est pas comme ça à gratter la balle. Marcus Smart, par exemple, est un défenseur beaucoup plus agressif. Tu le vois tout le temps aller chercher la balle, gratter, toucher la balle un maximum. Donc ça, c'est une... Il faut avoir la mentalité aussi du défenseur. Tout le monde n'est pas capable de prendre un mec et dire vas-y maintenant je vais t'arrêter. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui peuvent le développer, même si c'est difficile de développer. Après, il y a d'autres choses, notamment sur le bugne à bugne. Tu vois, dans la NBA aujourd'hui, il y a tellement l'écran. Et quand il y a l'écran, les joueurs, il y a systématiquement switch. Et en fait, des fois, il n'y a pas le duel qu'on attend parce que le switch est systématiquement demandé. Et ça, peu importe où ils soient, juste derrière la ligne à 3 points ou même s'ils sont 4 mètres derrière. Donc ça, il y a les ça. Attaques d'ailleurs amènent, ils vont chercher... Les attaques vont chercher le switch. Et puis il y a une autre chose, c'est aussi le règlement. On va pas se mentir. Lorsque tu es défenseur extérieur aujourd'hui, que c'est une star qui a la balle devant toi, tu sais très bien que tu vas mettre un petit peu la main, les arbitres ils vont siffler antenne, tu vas avoir 2 lancers francs, donc c'est de plus en plus compliqué de bien défendre, d'avoir des interceptions, de faire baisser les pourcentages des joueurs adverses, tant le règlement est compliqué et ça devient c'est trop dur. Défendre sur James Harden, on avait ce débat il y a quelques années, c'est hyper compliqué. Déjà de base, déjà que de base c'est chaud, défendre sur Kyrie, les gars ils sont hyper rapides, ils shootent en 2 secondes, mais si tu fais à peine ça et qu'on te siffle faute, tu vois le travail il est un petit peu plus compliqué. Et donc, sachant qu'aussi c'est un sport où on fait énormément attention aux statistiques. Les statistiques, notamment défensives, elles sont beaucoup plus amenées et elles sont beaucoup plus visibles avec les pivots. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a peu d'extérieurs aussi. C'est ça, il y a aussi ça. Quand il y a un mec qui fait 3 comptes par match, il fait 3 comptes, c'est ça. Les interceptions, on sait que la valeur de l'interception, elle n'est pas réelle, elle ne représente pas vraiment un défenseur. On sait qu'Allen Iverson était à plus de 3 interceptions parce que c'était un mec malin, ou D-Wade par exemple. Par contre, c'est pas un gars qui va cadrer un gars, qui va dire allez, attaque-moi dessus. Tony Allen n'était pas à 3 interceptions. Bruce Bowen, pareil. Justement, ça me fait poser une question. Je veux qu'on aille sur le jeu sans ballon, mais justement, puisqu'on parle de Tony Allen et de Bruce Bowen, qui étaient des défenseurs référencés, est-ce que quand tu es un spécialiste défensif, qui derrière ne pèse pas vraiment en attaque, alors Bruce Bowen était capable de mettre des tirs, mais c'était dans le corner et tu touches pas la balle et juste en finition. Tony Allen n'était pas non plus un attaquant hors pair. Est-ce que quelque part, quand tu es un fort attaquant, un fort défenseur, mais qu'en attaque, tu es un joueur moyen, voire une fin d'option, est-ce que ça peut pas aussi jouer quand tu veux avoir des trophées ?
Ça peut se discuter parce que regarde, quand tu vois la liste des extérieurs qui ont gagné le trophée de meilleur défenseur, il y avait que des mecs qui pesaient aussi de l'autre côté, hein. Kawhi Leonard, Ron Artest, au moins pour les Dallas. Là, ce tableau, il est cool. On a que des mecs de forts défenseurs. Alors, Chris Paul, pour le coup, lui, en attaque, on le voit. Stockton ne l'a pas été, tu vois. Mais Bowen et Tony Allen, ils ont eu quelques voix, mais ils n'ont jamais eu ils ont jamais eu. Alors, Tony Allen était considéré par certains comme meilleur défenseur. meilleur Et Marc défenseur. Gasol l'avait eu en 2013. Il aurait pu l'avoir à sa place, Tony Allen. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne Difficile de répondre. Est-ce qu'il faut être un two-way player, donc exister aussi en attaque pour gagner le trophée? La liste des mecs qui ont gagné va dans ce sens-là. Ouais, après il y a ça, et puis il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a la concurrence. Tu vois, l'époque de Tony Allen, c'est l'époque où Dwight Howard, il écrase tout, et il n'y a plus personne qui ose rentrer dans la raquette. Donc il faut aussi voir les deux. On parlait donc du jeu, donc défendre sur les mecs en bune à bune avec la balle, mais tu as aussi tout ce travail de sans le ballon. Et on l'oublie souvent, et je pense notamment à KCP et à ce qu'ont fait les extérieurs, notamment des Lakers lors des dernières finales sur Tyler Hero et Duncan Robinson, exactement. Donc, et ça, on le voit pas toujours. On le voit pas toujours parce que quand on regarde un match, on regarde souvent la balle, mais ce qui se passe loin du ballon, off the ball, c'est aussi, Arthur, un travail énorme et peut-être celui le plus éprouvant, le plus ingrat, le plus éprouvant, parce que faut bumper, faut passer dans des écrans de mecs de 2,15 qui font 120 kilos et qui t'abîment un peu les côtes, et ça, c'est un vrai taf aussi. Bah, c'est un peu ce que tu disais par rapport à Steph Brun. Effectivement, c'est un travail où tu dois déjà hyper bien communiquer. Donc c'est pour ça quand à chaque fois on parle d'une équipe qui est installée, qui a ses repères, qui a des automatismes, c'est tout ça, ça passe aussi par la défense. Le fait de bien communiquer, quand il y a un joueur qui est à l'opposé du ballon, qui est en train d'essayer de se démarquer, que toi tu défends sur lui, bah, tu dois passer en dessous des écrans, tu dois le suivre dans les écrans selon le profil du gars. Et ça, c'est un travail, c'est un long travail. Et puis après, tu laisses des billes physiquement, c'est hyper fatigant. Et c'est pour ça que tu vois des athlètes comme KCP ou comme Kawhi Leonard, bah voilà, ils arrivent un petit peu à s'exprimer de l'autre côté, mais c'est un énorme travail. On s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte. C'est pour ça que Malakov tournait à 55 points de moyenne en National 3. Ouais, mais on encaissé 50 on a encaissé 43 points par match. Donc, mais c'est vrai que souvent, quand on défend donc sur un mec comme sur les Klay Thompson ou les Reggie Miller à l'époque, tu as souvent le choix de passer au-dessus, ce qui est le moins fatigant, avec, mais tu peux, et surtout le mieux, le suivre, ou le mieux c'est avec. Mais avec, ça veut dire qu'il faut que tu anticipes, que tu réduises toi-même la distance, que tu passes avec un mec qui te pousse lui dans un écran, que tu frôles l'écran d'un mec qui a envie de te désosser. C'est un énorme travail et qui des fois n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Et surtout, vous le disiez, dans les stats, ça vaut peanuts. Ça vaut zéro. Ça, c'est vrai que ça vaut zéro, t'as raison. Après, c'est ça la beauté du basket, c'est que c'est pas comme si tu jouais face à un robot où tu savais qu'il allait sortir à droite pour faire une sortie et tirer. Le basket t'offre tellement de possibilités que le défenseur, il est toujours en retard. Le mec qui arrive à anticiper, il va arriver peut-être à anticiper une fois, deux fois, mais la troisième fois, tu vas te faire avoir sur un flair, sur un curl, parce que t'as bien suivi, ou sur un backdoor absolument, sur Andrew Bogut qui, plutôt que de rester comme ça, hop, il va mettre sa hanche, bam, tu vas le prendre de côté et tu vas être par terre. Si l'arbitre n'a pas vu, ça fait un tir ouvert. Ça, j'aimais bien le faire, là. Ah, tu passes, tu prends comme ça sur le côté, mais c'est ce qui rend aussi passionnant notre sport, c'est qu'il y a beaucoup de manières de défendre, mais il y a surtout beaucoup de manières d'attaquer. Donc la défense, elle est toujours malheureusement à la traîne en fait sur l'attaque. Donc on a fait le tour un petit peu sur les défenseurs extérieurs. Maintenant je voudrais qu'on aille sur les intérieurs qui ont un petit peu la part belle, notamment surtout au niveau statistique. Pour vous, un bon défenseur intérieur sur la balle, c'est quoi? Sur la balle, tenir le duel, faire en sorte que l'autre big man n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à tirer, et surtout que tu puisses gêner la passe. Parce que si c'est pour que tu le tiennes, mais que le gars puisse faire la passe tranquillement à l'opposé, voilà, donc pareil, c'est aussi compliqué. Mais ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a des choses qui se ressemblent. Hein. Il y a toute cette idée de réduction de distance, et c'est encore plus vrai avec les grands, puisque les grands font moins de distance sur un terrain. Donc un bon défenseur sur la balle, évidemment, il va pas se retrouver à 3 points, sauf si c'est Nikola Jokic. Et malheureusement, tu peux pas défendre sur lui parce que tu es trop grand et pas assez rapide. Donc quand tu es poste bas, ce qu'on veut, c'est que tu sois au contact et qu'il y a toujours ce côté d'anticiper et de répondre à un mouvement adverse. Le bon attaquant, il va toujours trouver le bon angle, il va toujours trouver le petit hook, le petit fade away, le machin. Mais quand tu es un bon défenseur, tu te dois de le gêner. Et moi, j'ai souvent en tête l'année où Hassan Whiteside est très bon avec Miami et se retrouve en play-off face à Al Jefferson. Al Jefferson qui est un super joueur de poste bas d'un autre temps, parce qu'on l'en voit très peu aujourd'hui. Très technique. Il a morflé comme jamais Hassan Whiteside, parce qu'il a beau être grand et de bon contreur, il lui manquait tous les autres trucs, des attitudes, la réduction de distance, et l'autre en face, et le flair. Et le flair. Si au moindre mouvement de cils, tu montes au ciel. Absolument. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans les défenses intérieures. Alors,
nous, en Europe, et nous surtout quand on nous a appris aussi, quand on nous a formés, on disait beaucoup, moi qui jouais plus intérieur que vous, à passer devant des fois. Ça, c'est un petit peu on le fait très peu NBA, on est dans notre temps. Mais ce que j'aime bien, ce que NBA, certains arrivent à faire, c'est les mecs au large. Du coup, les sortir le plus de la raquette. Et ça, c'est un vrai travail. En amont, tu parlais de réduction de distance, être orange, batailler. Et ça, pour le coup, tu l'as beaucoup moins sur les défenses extérieures. C'est cette lutte, tu sais, de prise de position, brassée comme ça. À Malakoff, on adorait ça, brasser. Et c'est pareil, c'est l'emmener loin de la raquette. Et ça, pareil, c'est un vrai combat aussi à faire. Et pareil, qu'on met pas toujours en avant parce que ça se passe avant que le mec ait la balle. C'est pas off-ball. C'est pas off-ball. Mais l'attaquant n'a pas la balle. Sur la prise directe là, de position, c'est le sortir et tout. Et des fois, souvent, tu prends des fautes là-dessus. Donc, il y a un vrai travail. Maintenant, j'aimerais qu'on aille aussi sur le côté. Et puis, je reste aussi quand NBA, quand tu as un fort joueur à la balle poste bas, t'es plus maître de ton destin. Le hook de Nikola Jokic en playoff l'année dernière face au Jazz, la défense de Rudy elle est bonne, mais quand t'as des forts joueurs attaquants, t'es plus maître de ton destin. Donc il y a aussi peut-être là aussi une philosophie. Ça marche pour Cal Wichter hier soir. Exactement. En BCL. Bon, pour tous ceux qui ont pu suivre le match avec nous, donc de la SIG contre Turk Télécom, Cal Wichter qu'on a vu à l'époque au Rockets, qui était un super attaquant. Dès qu'il avait la balle en première mi-temps en poste bas, il enfonçait, hop, il se faisait son petit hook ou son petit fadeaway. C'est indéfendable parce que il a des moves automatiques et qui sont clairement impossibles à défendre. Maintenant, j'aimerais qu'on aille off-ball, et là c'est très intéressant parce que le rôle du pivot aujourd'hui, avec ce pick and roll à outrance, le contrôle du pick and roll chez les pivots modernes aujourd'hui, et c'est là où Rudy Gobert est plutôt bon, même certains, ou sur les switches, où faut être capable maintenant pour des pivots de défendre sur quasiment tous les postes, alors certains ont plus de mal que d'autres, mais c'est aujourd'hui cette gestion du pick and roll pour le pivot moderne, Arthur, faut être un ordinateur de bord aussi. Il faut être un ordinateur de bord et surtout il faut bien communiquer. Il y a énormément de situations, comme tu parles, où tu as le pick and roll entre le big man et le meneur. Et du coup, il y a le switch ou sinon le défenseur de l'extérieur, il est en contrôle. Et là, l'intérieur, il est vraiment obligé de contrôler, pas trop s'avancer parce que sinon il va se faire prendre de vitesse et aussi être capable de mettre son bras et tenir la distance pour pouvoir contrôler le drive. Donc c'est hyper compliqué. Et alors, là, moi, je vois deux types de pivots. Tu as clairement les pivots qui en ont rien à foutre et qui se disent bon, je suis pas défenseur, un peu Jokic ou certains d'autres, j'en ai rien à faire. Hop, je mets un peu ma main si je me fais passer ou je me fais tirer dessus, c'est pas très grave. Et tu as les autres catégories élites, genre Gobert ou certains autres, on va peut-être citer. Embiid. Embiid, c'est de mieux en mieux et qui, au-delà d'être mobile ou pas, arrive à bien être actif au niveau des bras et à gêner les gars. Et ça, c'est du pain béni pour une équipe. Hein. C'est clair. Mais le pick and roll, de toute façon, on en voit autant parce c'est une action presque insoluble, parce qu'au vu de la largeur du terrain en NBA, de la faculté aux extérieurs d'être méga adroit sur des tirs ouverts, c'est la meilleure manière de créer des décalages, parce que la défense... Quand je disais qu'elle était tout le temps en retard sur les pick and roll, on le voit très souvent. Et qu'est-ce que tu ne veux pas quand tu es coach d'une équipe? C'est que le meneur adverse, qui est forcément très bon shooter, très bon dribbleur, très bon en pénétration, attaque sur ton pivot. Alors oui, il y a des pivots qui ont réussi à contenir des petits. Je pense à Tristan Thompson en finale NBA, qui avait été fantastique, mais parce qu'il a dans ses qualités de vitesse, de pied et d'envie de défendre, tu vois, lui ont permis. Rudy n'a pas cette latéralité qu'a Tristan Thompson, qui est beaucoup plus petit, mais qui est donc beaucoup plus sur les déplacements latéraux. Et pourtant, Rudy, il arrive à contrôler différemment avec son envergure. On en parlera tout à l'heure, absolument. Il compense avec son envergure. Et ce qui est encore plus dur, c'est que maintenant, les pivots, ils shootent à 3 points. Donc c'est encore plus dur. Le pivot roll pas systématiquement. On se souvient d'Aaron Baines contre l'équipe de France. C'est encore plus dur. Ouais, c'est ça. Gros, que des 3 points. Le mec, il est dans un bon jour, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on parle du pick and roll, c'est que quand tu as un bon attaquant qui a la balle et un bon attaquant qui pose l'écran, en vrai, tu peux pas défendre. Tu peux pas défendre, ou alors c'est une défense collective où tu te fais battre ailleurs. Enfin bref, tu fais un compromis, tu laisses quelque chose. Exactement. De toute façon, c'est toujours le basket moderne, c'est ça, c'est créer des mismatchs sans arrêt, et le pick and roll est parfait pour ça. J'aimerais qu'on recentre le débat sur l'extérieur-intérieur, sur la course au DPOY de cette saison. On va pas se mentir, ça se passe entre notre Frenchie Rudy Gobert et Ben Simmons, n'en déplaise à mon gâté Draymond Green, mes frérots, cette année, j'ai pas l'impression que tu sois quand même dans la course. Et on a un comparatif un petit peu avec ces deux-là. Donc évidemment, énorme avantage à Rudy Gobert sur les contres. Pour les styles, c'est Ben Simmons, mais c'est compliqué de les comparer tant c'est deux défenseurs différents, mais deux défenseurs qui impactent leur équipe dans le bon sens. Et aujourd'hui, dans cette course-là, d'ailleurs, en plus, les deux se sont un peu toisés à travers quelques déclats chacun de leur côté. On a peut-être la première de Ben Simmons ou de Rudy Gobert. Je sais pas, n'hésite pas à envoyer. Vous êtes plutôt qui cette année? Plutôt team Ben Simmons ou plutôt team Rudy Gobert? Ben Simmons. Sachant qu'il y en a un qui a déjà 2 titres. On va prendre la déclat de Rudy Gobert. Pour moi, tout est une question d'impact sur le terrain et sur vos coéquipiers. Ce n'est pas être flanc
Ce n'est pas flamboyant ou plaisant, il ne s'agit pas d'histoire médiatique. Bah, de toute façon, Rudy, chaque année, jusqu'à sa retraite ou jusqu'à ce qu'il baisse de régime, il sera dans la discussion pour être défenseur de l'année et personne n'y voit rien à dire. On se souvient de Nico Batum qui avait dit mais c'est lui qui a le plus d'impact sur un terrain défensif. Là aujourd'hui, Joel Embiid, Giannis l'année dernière, Miles Turner ont clairement leur mot à dire, mais Rudy est tellement fort défensivement dans la dissuasion, dans l'impact qu'il a sur sa propre équipe et sur l'adversaire, que c'est normal qu'il soit dans la course. Maintenant, il y a Ben Simmons en face, et on va... Alors, petite déclaration de Ben Simmons, pourquoi pas. Je ne veux pas manquer de respect à Rudy, c'est un super contreur, un super défenseur, mais lui ne défend pas sur les postes 1 à 5. Alors, on a fait une petite palette, une petite vidéo, allons sur Ben Simmons, la première, pour voir quelles sont les qualités, et on va voir que c'est en adéquation complète avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les défenseurs extérieurs. Ben Simmons a un physique de poste 4, mais il défend comme un meneur. Regardez sur Terry Rozier cette année, voilà quand on parlait de duel défensif chez Michael Kotrug, Caris Levert. Regardez comme il ne se fait jamais battre sur les bons dribbleurs en face. Il est grand, il est même capable de contrer des tirs externes comme ça. Sur Damian Lillard, sur une fin de match, il est toujours dans ses cannes. Il connaît sa force sur le step back, mais il reste sans jamais chercher l'interception. Et ça, c'est un truc qui est vachement important. C'est que intercepter, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le but, c'est de tenir son duel et rendre difficile le tir adverse. Donc voilà la petite défense sur Damian Lillard. Là, c'est sur Jeremy Grant qui est dans une forme incroyable. Regardez la défense, toujours dans les cannes. Fléchi, absolument. Il ne cherche la balle qu'à la fin. Là, sur Marcus Smart, il est aussi fort pour intercepter. Il a bien senti le petit dribble croisé et interception, parce qu'il a des très longs membres. Il est gaucher en plus. Donc là, fantastique Ben Simmons d'interception. Là, c'est sur Jaylen Brown, toujours des bons dribbleurs, des bons slashers. Ils se connaissent tous par cœur. Regarde comme il est dans les cannes. Il lui laisse rien, il est actif avec ses pieds, il est sur la pointe des pieds et c'est une bonne défense. Là, c'est la défense à l'opposé. Les mecs qui passent, voilà, il est avec dans les écrans. Tu passes, regarde, tu connais les systèmes, c'est tellement bien scouté aujourd'hui en NBA que tu sais ce qu'il va faire. Le but, c'est de contrarier Jaylen Brown. Et bien, regarde là, tu as l'impression qu'il est même un peu en retard. La bonnette de Joel Embiid, et derrière, ça donne une interception. On continue, il est très fort sur les lectures, les interceptions encore une dans fois, les mains. il passe avec. Tu passes avec, tu as un petit temps de retard, mais tu es tellement grand. Regarde là, encore une fois, il me passe un peu molle, ça fait interception pour Ben Simmons. La troisième, là, il y avait du public, je voulais vous la mettre quand même, ça fait plaisir. Donc voilà, Ben Simmons est un défenseur hors pair, et lui, c'est vrai, défend sur tous les postes. C'est ton défenseur de l'année, toi, Arthur? Ouais, c'est mon défenseur de l'année pour le moment. Il reste un bon tiers de saison. Hein. Bah ouais, moi c'est le même argument. Après, c'est une appréciation personnelle. J'adore le fait qu'un joueur puisse être clutch défensivement sur tous les postes de jeu. Et clairement, Ben Simmons, il peut défendre sur tout le monde. Après, voilà, hein, le poste être défenseur de l'année, c'est aussi avoir des attributs physiques particuliers, parce que voilà, même si en attaque, c'est bien d'être athlétique, en défense, c'est quand même aussi très important. Voilà, il est gâté sur ce côté-là, et je pense que, pour moi, c'est mon défenseur de l'année. Après, on n'enlève rien à Rudy Gobert qui fait quand même une saison exceptionnelle. Il y a deux méritants. Est-ce que pour toi, le fait qu'il joue avec Joel Embiid, qui est aussi dans la course parmi les tout meilleurs défenseurs de la NBA, ça peut jouer contre lui? Non, pas forcément. Non. Moi, j'ai l'impression que cette année, on voit surtout Joel Embiid, on voit surtout Ben Simmons comme le leader défensif. Voilà, c'est ça. Absolument. Ce qui n'était pas toujours le cas, alors peut-être à tort, mais ce qui n'était pas toujours le cas les saisons dernières. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Rudy Gobert n'a pas d'incroyables défenseurs comme Ben Simmons sur les extérieurs, alors que Joel Embiid Ben Simmons, c'est Ben Simmons et Joel Embiid. C'est vrai que ça peut jouer dans la course. L'une des principales concurrences de Ben Simmons, c'est un mec dans son équipe. Voilà. Est-ce que ça peut jouer contre lui pour toi? Écoute, cette année, j'ai pas l'impression dans les reports qu'on lit, dans l'impression que laisse Ben Simmons, j'ai pas cette impression-là. Alors que les saisons dernières, il défendait toujours aussi fort, mais on parlait beaucoup plus de Joel Embiid comme défenseur de l'année. Donc j'ai pas l'impression cette année, en tout cas, que ça joue. Est-ce que pour toi, c'est le défenseur de l'année pour l'instant? Moi, j'adore ce qu'il fait cette année de manière globale sur le terrain. Et puis je trouve qu'il a monté d'un cran. Moi, je me rappellerai toujours cette série en 7 matchs face aux Raptors où il est fantastique, notamment face à Kawhi, même s'il prend ce tir compliqué. Et Kawhi est très fort. Kawhi est très fort. Mais il a ce truc-là cette année de se challenger tous les meilleurs joueurs d'en face, et ça, c'est kiffant. Et ça, j'aime bien. Et c'est vrai que c'est une différence qu'il y a face à Rudy Gobert, qui est un pivot qui, lui, ne peut pas switcher sur tout le monde. Et quelque part, il y a cette déclat où il dit, quand Ben Simmons dit, ouais, mais lui, il s'envoie pas tous les meilleurs défenseurs sur le rable. Pas en direct, par contre, il les gêne. Absolument. Les meilleurs joueurs. Et donc on a regardé ça aussi, pareil pour Ben Simmons. On a fait une petite vidéo avec les attributs défensifs en fait de Rudy Gobert. Rudy Gobert est donc un grand. Il est fort sur le contre, voilà quelques highlights de contre. Alors ça, c'est des highlights d'il y a 2 ans, donc c'est pour ça qu'il y a Ricky Rubio qui est là, par exemple. Mais Rudy Gobert... John Stockton aussi. Ouais, il y a John Stockton face à Rudy Gobert. Rudy Gobert est donc grand. Quelles sont ses forces? Évidemment, l'aide défensive, il est toujours bien placé. La Dennis Schroeder, à l'époque, va se faire cueillir sur une pénétration. Rudy Gobert est aussi très bon pour gêner. Regardez, on parlait des pick and roll. Il est très bon, il a des mains actives. Il est vachement grand, il a une envergure de malade, mais il a cette capacité à être actif des mains. Et là, par exemple, on a toujours cette sensation que Rudy, en fait, perd pas
tant de duels face aux petits. Il a cette qualité de défendre sur les petits après des switches. Et Arthur, ce qu'il lâche Rudy en vitesse, il le rattrape avec une envergure de fou. Ouais, c'est ça. Non, j'ai rien d'autre à dire. Après, au-delà de ça, tu sais, tous les attaquants, quand ils rentrent dans la raquette et qu'ils jouent Utah, ils savent qu'il y a Gobert dans le coin et ils vont un peu changer leur trajectoire, lâcher la balle un petit peu plus tôt, faire un flotteur plutôt que faire un double pas. Et pourquoi ? Parce que c'est Gobert. Et ça, pareil, ça on le voit pas forcément dans les stats parce que c'est pas des shoots qui va contrer, mais au moins ça fait baisser le pourcentage des équipes adverses et des joueurs qui tirent, quoi. Absolument. De toute façon, Rudy est un incroyable contreur, oui, mais le nombre de dissuasion. Alors là, j'ai mis cette action parce qu'elle est fantastique, donc je jouais l'idée qui n'est pas encore au Bucks, puisque Rudy Gobert est capable de défendre sur des petits. Parfois, tu as l'impression qu'il est passé sur le dribble parce que les mecs sont super forts. Et c'est normal. Mais derrière, boum, il va le plancher tellement il est grand et que son sens du timing est élite, tout simplement. Donc Rudy Gobert, chaque année, on le répétera jamais, doit être dans la course. Maintenant, voilà, la NBA aime bien dispatcher un peu les trophées. On parlait de l'aura, justement, bravo leur force. On parlait de l'aura de Rudy Gobert qui quelque part, en 3 ans, est rentré dans la tête de tous les attaquants qui rentrent dans la raquette du Jazz. Donc on voit les forces d'un côté de Rudy Gobert, de Ben Simmons. Rudy Gobert, le QI défensif, on vient de le voir sur ces images-là. Jamais il se jette, il est dans un contrôle parce qu'il sait que sa force, ça va se passer là-haut. Donc il va vouloir compliquer le tir. Ça, c'est un vrai QI défensif. Son aura, maintenant, aujourd'hui, quand tu rentres dans la raquette du Jazz, tu sais très bien que ton flotteur, tu dois rajouter 50 cm. Et donc, ça complique la tâche et ça taille son envergure. On va en parler. Ben Simmons défend sur les 5 positions. Ça, c'est quand même un énorme plus. Lecture défensive, on l'a vu. Et chaque soir, sur les meilleurs défenseurs adverses. C'est peut-être là, pour moi, cette année, où Ben Simmons fait la bascule, parce qu'en plus, les Sixers sont premiers à l'Est. Bon, tu me diras, le Jazz est premier à l'Ouest. Je suis pas sûr que Ça change pas grand-chose. ouais, c'est clair. Mais Ben Simmons, c'est un défenseur fantastique. Rudy Gobert l'est aussi. Mais en fait, nous, on a toujours un peu d'affect pour les défenseurs extérieurs. Je peux pas l'expliquer, c'est peut-être un délit de sale gueule des grands, en fait je m'en fous, mais moi j'aime les mecs qui prennent le gars en face, et moi quand Kawhi Leonard prend les deux titres de défenseur de l'année, ça me fait énormément kiffer, parce que avoir de l'impact sur les superstars, comme disait Arthur au début du débat, voilà, ça change un peu la perception qu'on a du mec, et c'est normal de défendre sur KD, sur LeBron, sur Kyrie, sur tous ces mecs-là, c'est normal que ce soit un peu différent que de mettre des contres dans un second rideau. C'est normal. Hein. Oui, mais après là, on a très individualisé un petit peu les rôles défensifs de chacun. Après, on sait qu'il y a des défenses collectives qui se mettent évidemment en place. Et le Jazz est fantastique. Voilà, et le Jazz est fantastique là-dessus. Et grâce à Rudy Gobert, tu peux avoir des défenseurs moyens dans ton équipe. Et juste avec de la discipline, des orientations, tu peux avoir une super défense. Ouais. Et ça, quelque part, grâce à Rudy Gobert, tu peux te permettre ça. Donc ça change pas mal la donne. Après, moi, j'aurais toujours un respect, il y a un amour éternel pour les mecs qui se dépouillent dans les écrans. Et je te dis, KCP lors des dernières finales, c'était toujours un truc. Après, il y a un rôle dont on n'a pas parlé, qui est un rôle spécifique, c'est ce que fait, par exemple, Andrew Albisi dans des surpressions tout terrain. Ça aussi, on est plutôt fan. Mais voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt défenseur extérieur, défenseur intérieur. Et la dernière question de ce débat, c'est une idée de Jacques Monclar qui m'avait soumis à l'époque où il était, enfin pas qu'à moi d'ailleurs, mais dans des discussions, il avait dit le trophée du meilleur défenseur de l'année doit être divisé en 2, défenseur extérieur, défenseur intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, absolument pas. Ça enlèverait énormément de valeur. C'est un petit peu, tu sais, comme en pro à l'époque, tu avais MVP français, MVP américain. Ça, c'est clair. Ça voulait rien dire. Comment ça ? En plus, à chaque fois, en vrai, le MVP géorgien aussi, après. Ouais, voilà, il y en avait qu'un en plus, c'était vite réglé. Enfin, MVP français, MVP étranger. Oui. Franchement, ça fait perdre trop de valeur. À chaque fois, en l'occurrence, à chaque fois, le meilleur joueur, c'était un Curry. Le vrai MVP, c'était un Curry. Franchement, non, tu mets un meilleur défenseur. Et puis, ça se trouve, ça sera, la plupart du temps, ça sera sûrement les intérieurs. Et bravo lorsque c'est un extérieur qui a le titre, mais non, je suis absolument pas pour. Je sais qu'on est tous, je pense qu'on se dirige tous vers ne pas scinder le trophée en 2. J'ai pas de problème avec ça, je comprends. Maintenant, il y a une réalité, c'est que les petits sont sous-évalués, quoi. Le problème, c'est les contres, les rebonds défensifs. Pour moi, on en fait trop. Donc peut-être qu'il y a une relecture à avoir par les votants, peut-être. Mais voilà, de scinder le trophée, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais peut-être remettre de la valeur sur les défenseurs extérieurs. Après, il y a une bascule aussi avec les MVP. Tu sais, on a l'impression que le trophée de défenseur de l'année, c'est un peu le MVP des pivots. Et tu vois, il n'y a pas énormément de pivots qui ont été MVP ces dernières années. Ouais, ça se tient. Non, ça se tient. Moi, je crois que je vais aller dans ton sens, enfin dans votre sens. C'est vrai que rajouter un trophée, ça perdrait complètement de la valeur pour l'extérieur qui va l'avoir et même pour l'intérieur. Maintenant, réévaluer,
avoir une lecture peut-être différente, un peu plus profonde que contre et rebond. C'est vrai que ça donnerait plus de crédit. Moi, je me souviens, les Tony Allen, qui étaient considérés par beaucoup comme des meilleurs défenseurs de la Ligue, n'ont jamais été récompensés. Jrue Holiday, qui est considéré comme l'un des meilleurs sur l'homme dans la Ligue, il n'a jamais été récompensé d'un trophée défenseur de l'année. Et j'ai l'impression que c'est un meilleur défenseur, par exemple, que Giannis Antetokounmpo. Sur l'homme, sur le bugne-à-bune quand je l'ai. Discute, ouais, Donc voilà, écoute, après, dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour un trophée extérieur-intérieur ou si vous êtes plutôt pour une réévaluation de ce trophée-là. En tout cas, voilà, c'est un débat qu'on a souvent et c'est un débat passionnant de parler un petit peu de défense parce que même si dans la saison régulière, les gars, on est un petit peu laxiste quand il faut gagner des titres. Un petit peu. Quand il faut gagner des titres et des matchs importants au basket, c'est toujours bien de pouvoir se mettre des pieds. Et les séances défensives étaient évidemment ce qu'on détestait le plus quand on jouait au basket. Surtout à Malakoff. Surtout à Malakoff. Les séances Quand défensives, David disait allez, défense aujourd'hui, gros, t'avais un. tu savais que la séance, au lieu de durer 2 heures, elle allait durer 1h30 parce qu'on ne pouvait plus jouer à la fin. C'est clair. T'es un bon défenseur, toi, tu tires. Hein. Ça va. Discipliné, t'aimes bien. J'aime bien. T'es carré. Toi, Malakoff, on était. Ça va. Moi, j'étais un super défenseur. Bon défenseur. N'en déplaise à certains qui m'ont dit que j'étais pas un défenseur parce que j'avais pas envie de défendre, mais j'étais un super défenseur. Ah, mais alors déjà, à partir du moment où tu dis que t'as pas envie de défendre, tu peux pas appartenir à cette case. Ah si, tu peux. Jojo n'a pas toujours défendu. Hein. Jojo n'a pas toujours défendu. Ouais, mais il a parfois avait la flemme. Il joue avec Scottie Pippen. Bon. C'est peut-être pour ça. Mais bon, toi tu joues avec Arthur, donc peut-être. C'est peut-être pour ça aussi. Très bien. Dites-nous dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de ce débat sur les défenses. Nous, on va tout de suite aller sur le focus sur les Suns qui défendent mais qui attaquent aussi très très bien. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Deuxième de la conférence Ouest. 36 victoires, 14 défaites, série de 10 victoires sur les 11 derniers matchs, victoire face au numéro 1 de la conférence Ouest, le Jazz d'Utah. Les gars, les Suns nous régalent cette saison. Regardez tout ça en détail. 7e meilleure attaque au rating de la Ligue, 5e meilleure défense. Hey. On imagine les Suns avec l'arrivée de Chris Paul au moins être dans les 8 à minima. Ils sont 2e et pourquoi pas en tout cas viser le premier spot de la conférence Ouest. En tout cas, avoir l'avantage du terrain en playoff, c'est un objectif aujourd'hui plus que sérieux. Ouais, clairement, je pense qu'on les attendait pas aussi haut, surtout qu'ils n'ont pas bien commencé la saison. Et tu vois, c'est un petit peu à l'image de Devin Booker. Il fait une super bulle, on se dit on va attendre énormément de lui, au moins individuellement pour la saison 2020-2021. Et il commence très timidement et petit à petit, il commence à se mettre en rythme, il fait des gros stats. Voilà, on le voit de plus en plus. Et puis surtout, Phoenix déroule. Alors après, quand on regarde un petit peu plus loin, on peut se dire que pour une saison régulière, quand on voit la manière dont Phoenix a été construit, avec un super coach, un leader auquel tu ajoutes Chris Paul, qui est aussi un leader plus que référencé, joueur all-time, tout ce que tu veux. Un vétéran avec Jake Crowder, un big man qui a des mains et qui arrive à se débrouiller avec Ayton, plus un des meilleurs 3&D de la défense avec de la NBA avec Michael Bridges. Un bon banc. Des jeunes qui se développent, Cap Johnson, super shooter et tout. L'équipe est très très bien construite et voilà, même si c'est une surprise de les voir 2e maintenant, voilà, en tout cas il y a tous les éléments pour que cette équipe puisse performer. Après, maintenant, je les attends en play-off. Ouais, non, mais t'as raison. Bon, de toute façon, ils vont découvrir les play-offs, donc ça va être intéressant à suivre. On voit Eli Okobo, hein, là, c'était pendant la bulle, on le voit là-bas. Malheureusement, qu'il n'est plus dans l'équipe. Mais ce qui est dingue avec cette équipe des Suns, c'est qu'ils sont passés d'une équipe enthousiasmante dans la bulle, par leur style de jeu, Devin Booker, à une équipe de vétérans, jeu posé, limite chiante, avec des résultats complètement fous. On atteste le changement au pace entre la saison dernière et cette saison. L'année dernière, c'était à 101. Donc dans une NBA qui continue, qui veut toujours plus de possession, de courses et tout, ils sont tombés à 97 cette saison, mais avec un offensive rating qui a grimpé de 111 à 116. Donc ils ont ralenti le jeu. Évidemment, c'est l'apport de Chris Paul qui est Jure-le. Ouais, qui intervient dans cette affaire. Mais ils ont ralenti le jeu et pourtant ils sont largement plus forts en attaque parce qu'en fait ils ont 2 joueurs d'ISO de très 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 haut niveau, en Devin Booker et en Chris Paul. Donc ça te permet dans les fins de match d'être très fort, ça te permet dans les moments de temps faible d'être très fort aussi parce que en fait tu files la balle à un des 2 mecs, tu fais du pick and roll ou un quart de terrain et les mecs vont scorer tant ils sont forts. Donc je te rejoins complètement. Monty Williams a construit une équipe. Ils ont eu en fait ce déclic attendu depuis des saisons, défensivement, de cohésion d'équipe, sur plein de choses, grâce à Monty Williams et grâce à Chris Paul. J'aimerais qu'on revienne sur Devin Booker, Tutur. Il fait des stats, il marque moins de points que la saison dernière, mais on a l'impression qu'il a gagné en justesse. Alors hier, au bout du premier quart-temps, il est déjà à 6 ballons perdus, c'était pas un bon exemple. Ouais. Mais il finit à 32, il est fort en prolongation. Il est toujours aussi clutch, on l'a vu hier en prolongation, mais j'ai l'impression qu'au côté de Chris Paul, il a gagné en justesse. Bah, il défend, il joue plus juste. Ouais.
Est-ce que j'ai l'impression que c'est la saison de la maturité, comme les albums de Patrick Bruel, quoi. Ouais, je sais pas si c'est la saison de la maturité, parce que voilà, on le verra peut-être un petit peu plus tard dans la saison sûrement, parce que bon, de toute façon, il devrait découvrir les playoffs cette année. Mais voilà, forcément, quand tu joues à côté d'un Chris Paul, forcément, surtout quand tu fais le backcourt avec lui, bah forcément tu es plus apaisé, forcément tes shoots ils sont mieux, forcément tu as un petit peu plus d'espace. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'une superstar de son niveau, aux côtés de Chris Paul, puisse s'épanouir de cette manière-là. Hein. Il fait des choses que j'avais jamais vues chez lui, ou rarement. C'est que je dis souvent ça, mais les mecs, pour moi, quand ils évoluent, c'est ce qu'ils sont capables d'apporter sans ballon. Et hier, à un moment donné, Donovan Mitchell se met sur lui, il le conteste, il overplay de fou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose des backpicks pour les autres, et du coup, eh ben ça joue, et le collectif continue à être bonifié. Les autres mettent des tirs. Au bout d'un moment, ben, si tu veux rester en strict sur Booker, et en filant un peu d'aide, eh ben c'est les autres qui vont te sanctionner. Ça, il le faisait pas avant. J'ai l'impression qu'il a aussi lui plus confiance en ses coéquipiers. Ouais, c'est clair. Mais là, ça vient clairement de Monty Williams. C'est leur système qui marche bien. Mais on s'est posé beaucoup de questions sur le backcourt, comment ils allaient s'entendre. Pas qu'ils n'allaient pas s'entendre dans la vie, mais est-ce que ça allait forcément fonctionner dans le jeu? Est-ce que Devin Booker allait progresser? Il a progressé. Et c'est dans la gestion des émotions, dans la gestion d'un match, tout simplement. Mais en fait, Chris Paul te permet d'être tellement serein sur plein d'aspects au moins offensivement. En défense, il apporte évidemment, parce que c'est un des meilleurs sur son poste depuis des années. Mais voilà, Devin Booker, en fait, a gagné encore plus en sérénité. Pas qu'il n'en avait pas avant, mais en tout cas sur la régularité d'un match et sur l'enchaînement des matchs aussi. Arthur, tu as rapidement parlé de DeAndre Ayton, qui fait une saison correcte, qui, pareil, bénéficie beaucoup de l'arrivée de Chris Paul. Il n'empêche que j'ai un peu un souci avec ce garçon-là. Je pense que c'est une équipe, certes, qui sont deuxième. On verra, ce sera ma dernière question autour de ce focus, mais c'est une équipe qui va certainement essayer si c'est en 2-3 ans, qui veut espérer peut-être jouer une finale NBA. À voir, parce que Chris Paul, il a... À voir. Mais après, tu peux construire aussi autour. Tu t'es rendu attirant quelque part avec ce qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression que ce garçon risque de poser problème s'il reste une deuxième option pour un jour aller rêver d'une finale. Je le trouve soft. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, en regardant le résumé du match de cette nuit, à un moment, tu as Derrick Favors qui l'impacte et qui lui met un panier sur la tête, mais aucune résistance. Donc, effectivement, c'est un peu sa limite. Après, c'est que sa troisième année. Je sais que c'est une année charnière un petit peu la troisième année pour les pivots comme les quarterbacks en NFL, mais honnêtement, j'ai pas de doute. Franchement, tu sais très bien la maturité quand tu es un jeune joueur comme ça, notamment quand tu es défenseur, notamment sur le côté défensif, ça peut venir plus tard. Donc, moi, je lui laisse un peu de temps. Je laisse un peu de temps. Franchement, les pivots, ils peuvent progresser dans la compréhension du jeu. Ils peuvent progresser défensivement. Ils peuvent progresser dans l'adresse, sur les moves, avoir développé des moves. Mais progresser sur ça... Pau Gasol, il a progressé sur ça. Pau Gasol. D'une année à... Ah ouais, bah, tu me dis que ça... Ouais, moi, je dis que c'est possible. Pense à un autre. Ouais, peut-être, mais moi je t'en cite un en finale NBA qui face à Kevin Garnett. Donc, moi, ce que je vois hier, par exemple, dans le match, et vous avez raison, peut-être qu'à terme ça va poser problème. Moi, ce que je vois hier, jamais plus à Pau Gasol. Ce que je vois hier, dans un match à coup près en prolongation, c'est qu'il est en face de Rudy Gobert qui est en 16 et 18. Notre ami DeAndre Ayton prend 12 rebonds, dont 7 offensifs, dont un maximum dans la fin de match qui va permettre à Phoenix de gagner ce match-là, parce que ça va donner des seconds ballons, et ils ont été très efficaces dans les seconds ballons. Et ça, peut-être que vous avez raison sur le côté soft, dans les duels et tout, mais ça, c'est des petits signes qui ne trompent pas les mecs. Et combien de fois on a dit Tristan Thompson, incroyable, il était frustre as fuck pour le coup, lui, et il redonnait des seconds ballons à Cleveland en 2016 pendant la finale. Et ben DeAndre Ayton, hier, face à un super pivot, et d'ailleurs Rudy l'a dit, on a laissé trop de rebonds offensifs à DeAndre Ayton, c'est pour ça qu'on a perdu. Donc peut-être qu'il est soft, mais il m'a montré des signes hier soir dans un gros match qu'il était capable de rivaliser face aux meilleurs. À terme, je disais que cette équipe-là, il est amené à être le numéro 2 clairement derrière Devin Booker. C'est ça, c'est que ce mec-là en numéro 2, et t'as raison, il prend des rebonds, mais pour moi, c'est presque un trompe-l'œil. Moi, ce que je vois, c'est qu'il se fait impacter, tu l'as dit, par Favors, qu'à un moment donné, il se fait contrer. Dès qu'il se fait contrer, il regarde les arbitres. Il y a des attitudes il y a des attitudes qui m'interrogent pour la suite. Je sais pas si, tu vois, Rudy s'est déjà fait contrer et tout, jamais aujourd'hui tu dirais... moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'un jour, il soit effectivement deuxième option.
là, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, s'il y a deuxième option qui vont en finale, ce serait une énorme surprise. Moi, ce que je vois, que la deuxième option, c'est Chris Paul, basta, et que si tu espères aller à terme, il faudra trouver quelqu'un d'autre quand Chris Paul sera trop vieux. S'il est trop vieux un jour. On est d'accord, c'est vrai que si un jour il est trop vieux, parce qu'il ne vieillit pas, notre ami Benjamin Button. Voilà, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut imaginer, c'est Suns aujourd'hui deuxième, pourquoi pas finir premier de la conférence Ouest, est-ce qu'on peut imaginer faire une surprise, voire une grosse surprise, faire une finale de conf, voire une finale NBA? Franchement, c'est une énorme inconnue. Aujourd'hui, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme manque d'expérience. Tu as Chris Paul qui a connu des finales de conférence à l'Ouest. Tu as Jake Roder qui a fait les finales l'année dernière et qui allait un peu loin en playoff avec Boston un petit peu plus tôt. Tu as Frank Kaminsky, qui est chef universitaire. Tu sais, non, mais sinon il n'y en a aucun qui a fait les playoffs. Ça reste trop jeune. Voilà, on sait très bien que les playoffs, c'est complètement différent de la saison régulière. Mais alors, quand en plus, tu as les 3 quarts de ton effectif qui n'a jamais goûté un match de playoff, franchement, ça paraît compliqué. Qui est arrivé, il y a Darius Saric qui est là. Ouais, voilà. Je te rejoins complètement. Ça reste inexpérimenté. Bien sûr. Et franchement, allez, peut-être faire quelque chose contre Utah en playoff, j'en sais rien, même s'ils risquent pas de se croiser direct. Peut-être contre Denver, mais après, jouer contre les 2 équipes de Los Angeles, ça me paraît trop compliqué. Franchement, 4-1, 4-2. Leur objectif, pour moi, s'ils sont dans le premier ou deuxième, c'est de passer le premier tour. Si c'était figé aujourd'hui, tu joues contre Dallas, contre Memphis, tu as une carte à jouer. Voilà. Maintenant, les imaginer battre les Nuggets, les Clippers, les Lakers. Moi, en tout cas, je ne mettrais pas une pièce là-dessus. Les autres, pourquoi pas, mais ces 3-là, j'ai du mal à y croire. Ce qui est un peu particulier avec cette équipe, tu vois, c'est qu'en fait, tu te dis, c'est le fit parfait, c'est l'équipe parfaite qui, avec 2 ans d'expérience en plus sur tout le monde, serait... Tu peux les voir en finale NBA. Sera. Ouais, mais sauf qu'on parle de t'as Chris Paul qui dans 2 ans qui a 35, qui dans 2 ans son contrat, tu vois, ça sera la fin de son contrat. Donc en fait, t'as l'impression que c'est l'équipe parfaite, mais que Chris Paul a 2 ans de trop. Donc voilà. Et Chris Paul a envie de jouer avec LeBron, donc par contre, dans 1 an et demi. Je te rejoins complètement. C'est vrai que les playoffs sont le parfait test pour l'inexpérimentation. Et pour le coup, bon, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris. Mais en tout cas, c'est clair que c'est une équipe beaucoup trop jeune et avec beaucoup trop de manque de playoffs pour les imaginer faire un énorme coup. Après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Bien sûr. Mais passe un tour déjà. Passe un tour et la saison sera parfaitement réussie. Et surtout, projette-toi surtout sur la suite. Tout à fait. Parce que ces mecs, on rappelle que c'est une équipe jeune qui est en construction. Chris Paul leur a fait gagner pour moi du temps. Maintenant, il va falloir capitaliser sur tout ça et passer un tour de playoff serait déjà énorme. Après, on n'est jamais à l'abri d'un exploit. Mais moi, les 2 équipes de LA, Denver, c'est un niveau au-dessus, rien que sur l'expérience. Ça me va. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous croyez à un exploit des Suns cette saison. En tout cas, on est ravis de revoir Phoenix sur le devant de la scène avec Chris Paul et Devin Booker. C'est le moment du quiz. Et en plus, il y a quelle fac, donc je vous dis, je suis très excité. Allez, le quiz de Tom Ciaravino. Allez, qui dit fin d'émission, on dit quiz. Et aujourd'hui, je suis content parce que je sens que ça a bien bataillé. Parce qu'il y a un petit Kelfak. Et j'ai Arthur qui est très chaud. J'ai Erwan qui est très chaud. Et j'ai Thomas qui est très chaud. Qui est supporter de Baylor. Donc, on l'a pas dit, mais bravo à Baylor. Bravo à Baylor. Qui a démonté la marche Madness. On devait en parler, on a complètement. Et dommage pour jouer à l'AI. Je suis resté éveillé jusqu'à 3h30 du matin. Moi, à 3h40, j'étais couché, quoi. Pas faux. Bon, allez, passons directement dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Je vous ai fait kiffer, j'ai fait 15 noms. 15, quelle fac? Ouais. T'as pété les plombs en fait. Non, arrête. C'est que ça va aller vite, ça va aller vite. On peut pas faire la moitié. Voilà, c'est chaud là. Elle compte alors, compte. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on commence avec Ty Lawson. North Carolina. North Carolina, ça putain, parle. non, c'est l'autre. Paul Millsap. Non. C'est une petite fac. Georgia, je l'ai pas. Georgia Tech. Non, il y a un tech dedans. Virginia Tech. Non, un dernier peut-être. Attends, je l'ai. Louisiana. Oui, Un partout. Oh, enfin, ils sont merde. Bravo. Chris Kaman. Wow. Ah, je sais. Ah, je Texas. Non. Kansas. Non, petite fac. Oh, Michigan, pas loin. Michigan, un truc comme ça. Central Michigan. Central Michigan. Oh non. Attends, il a eu Louisiana Tech avec après 8 fois. Attends. Ouais, mais au moins, il a dit les 2 bons trucs. Allez, c'est bon. Je rêve, voilà, merci. Jared Dudley. Boston College. Boston College. oui, bien. Là, j'y suis pas. 2-1. Jonathan Isaac. Syracuse. Georgia. Non. Oh putain. Oh putain, il est où Il lui? fait beau là-bas. Ah, non. Oui, Florida State. Florida State, bien sûr. bien De partout. Drew Gooden. Kansas. Kansas, c'est par là. 2-2-1. Nate Robinson. Washington. Oui, bâtard. David Lee. Florida. Oui, je suis pas dedans. Bravo. 4 points. David West.
Xavier. Xavier. Oh, ouais, Putain, il a le tatouage, il a le tatouage, il a le tatouage. Les gars, il a 5 points, il en reste 5. Il dit Thaddeus Young. Georgia Tech. Georgia Tech, oui, Ah, Georgia je suis Tech, pas ça fait dedans. 6. Aïe, aïe, Putain, aïe. je suis pas dedans. Attends, je suis pas Randy entraîné. Foy. Qui ça? Ah, Randy Foy. Randy Foy. Villanova. Il est bouillant. Il en reste 3. Ben Gordon. Yukon. Yukon. Ouais, Yukon. bravo, Yukon. Yukon. Bravo. Devin Harris. Devin Harris, lycée? Non, Non, Texas. Non. Devin Harris, waouh. Devin Harris, il y a un grec qui joue par là-bas. Un grec? Wisconsin. Wisconsin. Ah ouais? Wisconsin. Ah ouais, je savais pas. Il y a un grec qui joue par là-bas, ça régale. Ouais, bon indice. Le dernier, c'était Bud Hield. Budil de. Oklahoma. Bien rattrapé. Bravo, Erwan. Mais le point va pour Erwan qui a été bouillant. Bravo, bravo. J'adore ce jeu. Bravo. Erwan qui s'est entraîné hier, faut quand même le dire. Il était sur Wikipédia. J'ai surtout des réponses. Le deuxième jeu, on l'a jamais fait. Ah. C'est je suis deuxième de draft. Je vais vous dire une année. Si vous galérez, je vous dirai le premier draft. Ouais, Et vous devez pas me mal. donner le deuxième de draft. Ah, il est Et coquin je sais celui-là. qu'il est bon là-dessus, Thomas. Ah, Thomas, il est fort là-dessus. Draft 2016. Qui est deuxième? Ah, je sais. Jabari Parker? Non. Ah. Brandon Ingram. Brandon Ingram. Ah ouais, grave. Bravo. La draft de 2013. Oladipo. Oladipo, un partout. Il est très fort aussi, Arthur, sur les drafts. c'est vrai. La draft de 2008. Tabit. Non. 2008? Bah, La mienne alors. Durant. Ah non, c'est 2017. Non, c'est le Derrick Rose, donc derrière. Evan Turner? Non. Non, je sais qui c'est. Michael Kidd. Michael Kidd-Gilchrist. Ouais. Non. C'est un Michael. Ah, Kansas State. Oui. Ah, Michael c'est. Beasley! Oui. Le bâtard. Yes! 2-1. Je sais pas. Ouais, à peu près. un Yao partout, Ming, la draft 2002 de Yao Ming. Les mecs très forts. Ah non, 2002. Non, 2002, un gars qui vient de Duke. Hein? En 2002, derrière Yao Ming. Drafté par les Bulls à l'époque. Thais Thomas. Ah Non, non, mais non, n'importe 4, quoi. les 4. Ses initiales, c'est JW. JW? Jason Son prénom, Williams? c'est- Jason Williams. c'est- Jay Williams. Jay Williams. Jay Ah oui, Williams. qui a malheureusement Accident accident de de moto, kata. Récemment, putain. draft 2018. 2018, c'est quoi ça? Lonzo Ball. Bagley. Marvin Bagley. Marvin Bravo. Bagley. Ah. 3-2. 1. Draft 98. Voilà, Wakandi, c'est... Sheriff Abdul-Rahim, non Steve Francis. Non, un mec pas mal. qui vient d'Arizona Sean Bennett. Non. McBibby? et qui sera drafté par les Grises à l'époque. Ah, McBibby. McBibby. Bah je le dis, Ah, attends, j'ai dit il y a 10 Ah, il a secondes. dit là, je Ah, crois. excuse-moi. Je l'ai pas Autant fait. pour moi, pardon. Il se fout de ma gueule, lui. 4 points pour toi. Draft 93, celle de Sean Bradley. Monsieur Weber, ou bien sûr. Ouais, bravo. Draft 2001, allez, il en reste 3. 2001, c'est quoi 2001? C'est Quinn Brown. Kwame Brown? Quoi, mais Brown Putain. 2001? Un gars qui vient de Dominguez. De quoi? De quoi? Dominguez. Felipe Lopez, non. Non, drafté par les Clippers à l'époque, un pivot, Ola bien Okandi. gaillard, grosse beubare maintenant, qui joue Kaman? encore. C'était Tyson Chandler. Ok. Ah, il est Deux drafté drafts. par les Clippers. Ouais. Ouais, deux, c'est surtout, Pas ouais. du tout. Voilà. Allez, il reste 2. Draft 2014. Jabari Parker. Jabari Parker. Voilà, bien sûr. grave. Allez, 97, celle de Tim Duncan. Qui c'est qui est de. Un gars qui vient de Utah. Keith Van Horn. Qu'est-ce Ouais, qu'on a, bravo, bravo. les chaussettes. Bravo. Mais le point va à Thomas. Mais du coup, ça vous donne une chance en plus. Attends, qu'est-ce qui a gagné là? Apparemment, C'est Thomas qui a gagné. Sam. Ouais, il a, Sérieux ouais, il a au moins Ok. 4 réponses de Je jeu. la var. Moi, je crois que j'en ai 4 aussi. hein. Et C'est puis pas il grave, c'est m'a pas grave. donné 5 Oh, euros. tu en sais que plus, tout donc, se joue maintenant. Ouais, toujours sur le qui suis-je que j'ai essayé d'écrire un peu différemment sous la demande. Sous la de pression, Thomas. tu peux le Sous dire. la pression. Sous la pression populaire. Alors, quand même, je suis né le 11 octobre 1977 du côté de Waxahachie, dans le Texas. Je sais pas comment ça se dit. J'ai donc 43 ans. Ok. Joueur sérieux, ma vie n'a pourtant jamais été couronnée de succès. Un seul succès, si dans ma carrière notable, un Slam Dunk Contest gagné en 2001. Un an seulement après. Desmond Mason? Desmond Mason, ça part très très vite, bravo. Bâtard. Oh oui, ça part très très vite. Non, mais tu peux pas dire Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'est un trop gros indice C'est vrai, direct. dire l'année, c'est un énorme indice. Énorme, bah la preuve. Ah, le bâtard. Fou. Ah, le Bravo. bâtard. Eh, Slam Dunk Contest. excellemment écrit. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. C'est un énorme Écoutez, c'est un énorme indice, mais vous savez quoi? Je mettrai plus aucune date. Et surtout, c'était un peu long le début, donc c'est très bien que tu le trouves très bien. Alors du coup, vas-y, t'allais dire quoi après? Tu peux nous dire un peu comme ça. Un an seulement après mon arrivée dans la ligue, car oui, commençons par le début, je débarque en NBA lors de la draft 2000, après un cursus complet du côté du Midwest. Lors de ma dernière saison, j'ai inscrit 18 points et 6 rebonds à la fac, voilà, pas mal. Ok.
Drafté par les Supersonics. Je suis drafté par les Supersonics dans le top 20. Je n'ai 0 tir extérieur. Voilà. C'était largement plus fort sur les tirs externes d'ailleurs aujourd'hui que lui, je te le dis. C'est vrai. Catastrophe. Ah ouais. Oh là là. Mais bon, aussi bravo en tout cas pour ce bravo. quiz, il y avait de l'intensité, il y avait de l'ambiance. Et une belle victoire surtout. C'est tout ce qu'on aime. Bravo Thomas, ça fait un petit moment que tu n'avais pas gagné. Ouais, ça fait 3 semaines. J'étais pas très des faces. C'était pas mon défac. Il était pas concentré, il était resté encore défenseur, extérieur, intérieur. Fallait passer à autre chose. Ah, t'as raison. Les amis, une petite annonce avant de passer la main. Je sais pas à qui d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien derrière. Hein, donc c'est déjà merci de nous avoir suivis pour ceux qui étaient sur Twitch. La famille YouTube, vous inquiétez pas, on est toujours là. Rendez-vous dimanche 18h pour le deuxième stream sur la chaîne. Non, on n'a toujours pas de nom. D'ailleurs, je demanderai au gars. Et je serai cette fois-ci avec Stephen Brun. Alors là, pour le coup, on aura plein de choses à raconter, comme avec Tom la semaine dernière. Donc soyez bien à 18h sur la chaîne Twitch de la First Team pour 2 heures de live avec Stephen Brun dimanche soir. On a d'autres choses à annoncer? Non, écoute, impeccable, tout va bien, c'est super. On s'est régalé. Merci Super, Tom, merci bravo. Thomas, merci Tutur, merci Polo, merci Jérémy, merci à vous de nous suivre. On vous embrasse. À la semaine prochaine pour le First Day Show. Ciao l'équipe. Merci.